Alors, on va peut-être commencer cet entretien par un petit temps de présentation. On rappelle qu'on est dans le cadre de cette rencontre radiophonique humain-non humain, métamorphose dans le droit. Une émission spéciale avec Marie-Angèle Hermite, qui est spécialiste de la nature comme sujet de droit. Ça va être un petit peu aussi l'objet de cette intervention et de cet entretien. Mais je vais vous demander tout de même, Marie-Angèle Hermite, de vous présenter en tout premier lieu. Eh bien, écoutez, c'est simple. Je suis docteur en droit. Je suis retraitée du CNRS et de l'École des hautes études en sciences sociales. Et j'ai continué à travailler, comme beaucoup de mes collègues, sur les sujets qui m'intéressent plus particulièrement, dont la nature comme sujet de droit, ou plus exactement les entités naturelles comme sujet de droit, parce que la nature, je ne la connais pas. Oui, alors j'imagine que cette thématique de cette saison sur le Centre culturel de Gouttela vous parle, mais j'aimerais peut-être avoir votre appréciation, peut-être aussi de cette thématique et de sa déclinaison, métamorphose des sujets, une saison culturelle pour explorer ces mutations de la société, de la création, de nous humains, sujets de droit, mais aussi de ce qui nous entoure, le vivant et la terre, une thématique fil rouge pour cette saison 2020-2021. Votre appréciation de cette thématique proposée et dans le cadre dans lequel vous intervenez pour le coup. Écoutez, c'est une thématique qui est tout à fait nécessaire aujourd'hui, qui aurait dû être lancée il y a beaucoup plus longtemps, puisque je rappelle que le premier article sur la nature sujet de droit, c'est un Américain qui l'a écrit en 1972, donc c'est vieux, et que moi j'ai écrit la première fois en 1987 sur le sujet. Et que en réalité, nous avons fait l'objet assez rarement de critiques, mais parfois autour du fascisme vert à peu près, et surtout d'une façon pour la plupart des intellectuels de ne pas tenir compte, de ne pas lire et de ne pas retenir ce qui avait pu être proposé. Très bien. Donc, une sorte d'omerta, si vous voulez. Très bien, merci. Nous sommes avec Olivier Leclerc, qui est avec nous également en studio. Olivier, bonjour tout d'abord. Bonjour. Merci d'être présent ici en studio. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous êtes membre du comité scientifique du Centre culturel de Gouttela et vous êtes également administrateur du château de Gouttela. Donc vous pilotez un petit peu finalement aussi ces rencontres et notamment cette rencontre radiophonique autour de cette question d'humain non humain. Vous deviez intervenir l'an dernier autour des 2 journées qui étaient consacrées à cette thématique. Vous allez mener cet entretien auprès de Marie-Angèle Hermite et je vais donc tout simplement vous laisser la parole pour entamer cette rencontre-discussion. Merci beaucoup de me donner la parole et merci beaucoup à Marie-Angèle Hermite de s'être rendue disponible pour cette discussion qui ne se tient pas dans le cadre initialement envisagé, mais nous sommes ravis d'avoir néanmoins la possibilité d'échanger à ce sujet. Et je voudrais commencer peut-être en insistant sur le fait que les questions qui vont nous occuper, la reconnaissance de la personnalité juridique à des entités naturelles, a bien sûr des dimensions techniques, mais s'inscrit aussi dans un débat plus large sur la façon dont nous habitons notre environnement, sur la façon dont nous cohabitons, ou peut-être nous coexistons avec des entités naturelles qui composent le monde. Et face à la situation que nous connaissons actuellement de destruction des écosystèmes, beaucoup sont à la recherche de réponses juridiques innovantes. Et je pense que la discussion que nous allons avoir aujourd'hui s'inscrit dans la perspective de ces tentatives de penser peut-être autrement les rapports entre les humains et les non-humains. Alors Marie-Angèle Hermite, peut-être pour commencer cet échange, il me semble qu'il faudrait reposer pour les auditeurs et les auditrices peut-être le point de départ de la façon dont le droit envisage les personnes et les choses, puisque le droit français s'est construit autour d'une division entre les choses d'un côté et les personnes étant entendues comme les êtres humains,
sous la réserve que je pense la plupart des personnes connaissent, que certaines entités abstraites, qu'on appelle des personnes morales, comme par exemple des associations, des sociétés commerciales, se voient aussi reconnaître la personnalité juridique. Mais le phénomène qui est marquant, et qui va constituer le cœur de notre discussion, c'est que depuis un certain nombre d'années, mais c'est assez récent, surtout à partir de 2017, dans des systèmes juridiques plutôt étrangers, des entités naturelles, des éléments de la nature se sont vus reconnaître la personnalité juridique. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, pour commencer, exposer le phénomène auquel nous sommes confrontés ? Oui, alors je crois qu'il faut repartir d'un peu plus loin. Parce que oui, vous avez raison, le droit occidental est organisé autour d'une distinction radicale entre personne et chose, c'est-à-dire sujet et objet de droit. Ce qu'il y a, c'est que ces deux catégories changent très rapidement parfois, très lentement à d'autres périodes, et l'intérieur de la catégorie change. Parce que dire que les personnes ont toujours existé, c'est vrai, mais le droit reconnaissait un petit nombre de personnes parmi les êtres humains. Les esclaves n'en faisaient pas partie, les femmes étaient à la limite parce qu'elles avaient des droits extrêmement diminués. Quand on a supprimé l'esclavage, on a retrouvé l'indigénat, et ainsi de suite. C'est-à-dire que l'égalité parfaite et j'entends d'un point de vue théorique, l'égalité parfaite de tous les êtres humains en tant que personnes juridiques, c'est extrêmement récent. C'est après la Seconde Guerre mondiale. Donc déjà, il faut se rendre compte que les catégories évoluent. Après, vous présentez un peu comme une évidence que les personnes morales, c'est-à-dire les entreprises, les syndicats, les associations, soient des personnes juridiques, sauf que c'est récent. C'est au milieu du 19e siècle qu'on a commencé à les reconnaître. Donc là, on a créé une sous-catégorie de personnes, c'est-à-dire au lieu de n'avoir que des personnes physiques, parmi lesquelles beaucoup d'êtres humains étaient exclus, on a eu deux catégories de personnes, les personnes physiques, les personnes morales. Donc maintenant, si on se place dans une perspective longue, ça n'a rien de décoiffant de considérer qu'il peut y avoir une troisième catégorie de personnes, à côté des personnes physiques, à côté des personnes morales, qui seront les entités naturelles. Ça a été reconnu dans un certain nombre de pays, parfois par la loi, parfois par des tribunaux. Alors, le premier, c'est l'Équateur qui a reconnu ça dans sa constitution en 2008. Donc, il a reconnu que la nature, alors on l'appelle Pachamama ou on l'appelle nature selon les différents articles de la Constitution, mais ça a été reconnu dans la Constitution. Ça a été suivi très vite par la Bolivie et ça a été suivi un peu après, mais de façon peut-être plus dynamique, je dirais, par la Colombie, parce que en Colombie, c'est la Cour suprême qui a déclaré que la constitution colombienne était une constitution environnementale, et que, en réalité, tout devait être réinterprété en incluant les sujets non humains dans l'univers du droit. Et alors, après, ce qui a frappé le plus, je dirais, les Occidentaux, ça a été le cas de la Nouvelle-Zélande, qui, dans une loi spécifique, a reconnu d'abord une rivière, après une forêt, comme sujet de droit. Alors là, dans une perspective très particulière, puisque c'est une sorte de combinaison entre le droit occidental tel qu'il se donne un peu partout et les cosmogonies autochtones portées par les Maoris. Alors justement, l'une des questions, je pense, qui vient le plus évidemment à l'esprit et qui sans doute
est assez discutée, c'est que dès lors qu'on reconnaît la personnalité juridique à des entités naturelles, se pose la question de savoir quels en sont les porte-paroles ou peut-être les représentants, comment se manifeste l'expression, d'une certaine façon, des droits ainsi reconnus. Alors, sur un plan théorique, à mon sens, ça ne pose aucune difficulté particulière. Les nourrissons ont des représentants, les personnes en état végétatif chronique ont des représentants, tous les gens qui ne peuvent pas s'exprimer ont des représentants. Les personnes morales, elles ne s'expriment pas elles-mêmes. Elles ont des organes pour leur donner des moyens d'expression. Donc, sur le plan technique, ça n'a rien de renversant. C'est connu par le droit depuis toujours. Plus récent, ce qu'on appelle les droits de la défense ont mis à côté des représentants au sens que je viens d'indiquer. Ils donnent droit, lorsque une personne ne parle pas la langue du tribunal qui est en train de la juger, ont reconnu un droit à un traducteur. Ce qui est tout à fait normal parce qu'il ne peut pas se défendre si sa parole ne peut pas être traduite. Donc il y a un droit à un traducteur. Et je pense que pour les entités naturelles, c'est important d'avoir les deux notions. Celle de représentant et, en tout cas dans les pays qui n'ont pas de population autochtone qui puisse porter une vision acquise de longue date au fil des générations, de l'évolution des cultures, etc., c'est important d'avoir des traducteurs. Et les traducteurs, ça peut être aussi bien des scientifiques, des artistes, des habitants, des pêcheurs pour les poissons d'une rivière, etc., etc. Donc, ça permet de constituer des collectifs modifiés par rapport aux collectifs qui s'occupent, par exemple, à l'heure actuelle des rivières ou des fleuves, et ça permet de constituer des collectifs qui vont pouvoir s'organiser pour parler au nom de la rivière. Ce qui permet de penser les choses non seulement dans les pays dans lesquels il y a des communautés autochtones qui se voient reconnaître la mission de représenter ces entités naturelles ou de traduire, pour reprendre votre formule, mais pour ces réflexions dans le cadre français, on sait que par exemple pour la rivière Loire, le fleuve Loire, dans le cadre des travaux par exemple du Parlement de Loire, là on peut penser des collectifs en fonction des types d'usages, et de façon finalement assez large, mais se pose quand même la question de savoir comment se délimitent ces collectifs, qui les limitent. Bien sûr. Alors, je pense que l'exemple du Parlement de Loire est un excellent exemple parce que là, il y a eu un travail de fond qui a été extrêmement large, qui a fait intervenir, par exemple, une plongeuse qui a l'habitude de regarder la Loire par en dessous, si j'ose dire, de l'intérieur. Alors, ce qu'il y a, c'est que dans les pays où il y a des populations autochtones, ça va être relativement facile de trouver la cosmovision dans les populations traditionnelles. Je dis bien relativement facile parce que au fil du temps, vous avez telle tribu qui a accueilli une population marron d'un autre pays, et donc les stratifications humaines ont rendu les choses compliquées. C'est le cas de la Guyane, par exemple. Mais là, il y a tout simplement un travail à faire. On passe pas d'un système qui ne reconnaît pas les entités naturelles comme sujet à un système qui les reconnaît sans un travail préalable.
Alors peut-être pour qu'on saisisse également les enjeux qui sont associés à cette évolution consistant à reconnaître la personnalité juridique aux entités naturelles, j'aimerais mettre en contraste deux stratégies. Celle dont nous avons parlé jusqu'à présent, consistant à reconnaître la personnalité juridique à ces entités naturelles ou à certaines d'entre elles, et une autre stratégie qui consiste à reconnaître la valeur des services écosystémiques de la nature, donc une stratégie qui est très présente dans le droit international de l'environnement, qui consiste à attribuer une valeur aux services que rend la nature, de sorte que les agents économiques intègrent cette valeur dans leurs décisions. Alors deux stratégies qui sont vraiment très différentes du point de vue de la représentation juridique du rapport à la nature. Quel est pour vous l'enjeu de recourir à une stratégie plutôt qu'à une autre? Peut-être elles ont vocation à coexister. Donc comment est-ce que vous voyez la pluralité de ces façons de se rapporter à la nature? Je pense qu'elles vont coexister, mais que la notion de valeur écosystémique, de service écosystémique, est beaucoup plus fragile. Prenez par exemple, si vous réfléchissez aux pollinisateurs, on nous rabat les oreilles avec le fait que les abeilles domestiques comme les abeilles sauvages rapportent tant de centaines de milliers ou de millions d'euros en pollinisant les arbres fruitiers. Très bien. Sauf que vous avez des drones qui font ça très bien. Et qui en plus travaillent toute la nuit, travaillent quand il y a du vent, et qui ne sont pas sensibles aux pesticides, donc on peut continuer à balancer des pesticides. Donc si vous raisonnez en termes de service écosystémique qui n'est qu'une façon d'enrichir le système de pensée actuel, vous arrivez très vite à des impasses. Oui, donc le changement qui est finalement impliqué par cette stratégie juridique est évidemment de plus grande ampleur. Et j'aimerais vous interroger sur finalement un élément que vous avez parfois développé dans des textes écrits ou dans des interventions orales, qui prend appui sur le travail de l'anthropologue Philippe Descola, qui, dans Par-delà nature et culture, évoque 4 manières de se rapporter à la nature. Vous avez parfois parlé d'un véritable animisme juridique. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, expliciter cette idée et sa portée? Oui, alors je m'appuie beaucoup sur les travaux de Philippe Descola. Néanmoins, je les recuisine à ma sauce parce que le travail d'anthropologie structurale de Philippe Descola n'est pas fait dans un objectif juridique. Donc on va avoir des grandes catégories très séparées les unes des autres. L'animisme c'est ça, le totémisme c'est ça, etc. Pour moi, quand je parle d'animisme juridique, c'est une façon renouvelée pour le droit de prendre en considération le fait que chez les vivants, il n'y a pas que des humains. Alors, c'est vrai depuis très longtemps, parce que je me souviens que quand je faisais de l'histoire du droit, dans le droit grec pré-romain, et d'ailleurs on trouve ça dans la Bible, on tient compte du droit des animaux, par exemple, où tout le droit des fermages et des métayages est fait pour que le propriétaire ait une part du croix et le métayer une autre part du croix, etc. Donc le fait qu'il y ait eu des objets vivants, mais des objets, ça a toujours été pris en compte par le droit. Ce qui est nouveau, c'est de considérer que leur caractère d'être vivant, alors là je parle pour les sociétés occidentales, tel qu'on comprend maintenant le vivant, avec toutes ces interrelations, tout ce qu'on a appris sur la manière dont les arbres coopèrent entre eux par les racines, avec des champignons, avec tous les organismes du sol, etc.,
et engage en quelque sorte entre eux une sorte de conversation, il faut absolument qu'on prenne ça en compte parce que c'est dans notre nouvelle culture scientifique et il n'y a pas de raison pour que cette culture scientifique n'ait pas des conséquences sur la culture juridique. Et donc nous ne faisons en droit, en considérant les êtres vivants comme des sujets, nous ne faisons que prendre acte, au fond, de Darwin. Alors, est-ce qu'on peut penser les choses en sens inverse? Effectivement, vous vous appuyez sur Philippe Descola tout en vous appropriant dans un autre propos, une autre intention, un certain nombre de catégories. Mais ce que montre Descola, c'est que finalement, les rapports à la nature s'appuient sur des socialisations, sur des représentations culturelles qui sont profondément ancrées dans les espaces qu'il considère. Et si on se situe dans les sociétés occidentales, comme vous l'avez fait dans la discussion juste avant, on voit d'éventuels changements des catégories juridiques qui pourraient s'appuyer sur une autre représentation des rapports entre les êtres vivants. Mais est-ce que les catégories juridiques reçoivent cette évolution, une évolution culturelle et une évolution scientifique, ou bien est-ce qu'on peut penser que les catégories juridiques peuvent constituer un levier pour amener des évolutions culturelles, voire on pourrait dire aussi anthropologiques, plus profondes dans les sociétés occidentales? Je pense qu'il y a une sorte de danse entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut déjà que nous comprenions, et dans les sociétés occidentales, c'est au fond par la science qu'on le comprend, il faut que nous comprenions que nous avons tellement de points communs avec les autres vivants et que nous établissons sans arrêt des interrelations avec eux qui sont des relations destructrices ou au contraire des relations constructives, si vous voulez. Une fois qu'on a compris ça, on peut modifier le droit, et une fois qu'on a modifié le droit, on pourra progresser dans la culture de ces interrelations. C'est un pas de deux. Des interrelations avec les autres vivants et avec des éléments qui ne sont pas vivants. Alors, moi, je ne compte pas forcément les éléments non vivants dans les sujets de droit, sauf du point de vue de leur caractère d'écosystème. Donc, par exemple, un fleuve, en lui-même, l'eau, ça n'est pas quelque chose de vivant, mais c'est un écosystème de vie. Donc, pour moi, le cœur de la révolution, c'est le vivant, c'est-à-dire que je ne compte pas, dans les futurs sujets de droit, je ne compte pas les robots, par exemple. En revanche, un fleuve qui n'est pas vivant, il peut parfaitement être un sujet parce qu'il est l'écosystème d'une multiplicité d'êtres vivants. Oui, tout à fait. D'accord. Alors peut-être une dernière question qui porte sur peut-être les temporalités que permet de penser la reconnaissance de la personnalité juridique à des entités naturelles. Sans doute, cette façon de penser le rapport entre les humains et les non-humains, par exemple reconnaître la personnalité juridique à un fleuve, à une rivière, eh bien, inscrit cette entité naturelle dans une durée très importante et qui amène à s'interroger, peut-être en miroir, sur la façon dont on peut ajuster la temporalité du côté des humains. Et en particulier, peut-être une réflexion qui devrait être complétée pour penser juridiquement la place des générations futures. Est-ce que c'est des questions qui vous semblent en lien ou finalement assez déconnectées? Non, ça me semble en lien. Alors, ce que je constate, c'est que les générations futures qui existent de manière suspendue dans le droit depuis très longtemps, on en parlait déjà à Rome,
mais qui ne trouvait pas du tout à s'inscrire dans une catégorie juridique. Je constate qu'elle commence à s'inscrire depuis peu, non pas directement en tant que génération future, mais à travers les jeunes plaideurs. Vous avez un certain nombre de décisions de justice dans le domaine de la justice climatique, de ces grands procès intentés par un certain nombre de personnes très jeunes. Alors, qui gagne ou qui gagne pas, hein, ça n'a pas d'importance, mais qui plaident en tant que jeunes, en disant, nous, en 2070, nous aurons tel âge, et donc nous serons au cœur du dérèglement climatique. Donc on a un intérêt à agir en tant que jeunes. Et c'est assez amusant parce que les Suisses ont inventé une association des vieilles pour le climat. Et donc il y a maintenant des jeunes pour le climat, des vieilles pour le climat. Et il y a donc toute une série de réorganisations mentales autour des générations successives, qu'elles soient vieilles ou qu'elles soient jeunes, et qui se positionnent vis-à-vis de l'évolution des systèmes environnementaux. Une réorganisation mentale que l'on constate finalement aussi bien du côté des humains que des non-humains, comme une nécessité de se doter de catégories peut-être renouvelées pour penser les défis presque existentiels auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est ça. Alors, attention, les catégories, elles vont tout en haut, elles vont pas bouger. Il va y avoir toujours des personnes et des choses. En revanche, aux échelons des sous-catégories et des sous-sous-catégories, là, ça va bouger. Puisque, à côté des personnes physiques et des personnes morales, vous aurez de nouvelles catégories de personnes dont les droits seront distribués en fonction de leurs besoins et de l'articulation de leurs besoins avec les nôtres. Je vais me tenter dans une question, parce qu'on évoque la temporalité là, mais il me semble qu'il y a une question de globalité aussi à peut-être envisager. C'est comment harmoniser aussi finalement, parce que quand on parle de climat, de génération future ou de justice climatique, même on parle aujourd'hui, vous évoquez des exemples de pays voisins, mais l'idée là, quand on parle notamment de la planète, c'est bien d'envisager aussi cette question juridique au sens large et au sens global aussi. Comment harmoniser et intervenir à ce niveau-là ? Bon, écoutez, ça, on en est incapable à l'heure actuelle de manière directe et volontaire, si j'ose dire. Je ne vais pas vous rappeler que les systèmes multilatéraux à l'heure actuelle ne marchent pas très bien. En revanche, ce qui marche plutôt mieux, ce sont les mimétismes. Autrement dit, tant que j'ai travaillé de manière théorique sur les entités naturelles sujets de droit, personne ne s'est intéressé à ça. À partir du moment où l'Équateur a lancé sa bombe, si j'ose dire, et où il y a eu la Bolivie qui a suivi, la Colombie qui a suivi, et surtout à partir du moment où la Nouvelle-Zélande a fait sa propre révolution, là, tout d'un coup, tout le monde s'est mis à s'y intéresser. Enfin, tout le monde, j'exagère, mais beaucoup de gens se sont mis à s'y intéresser. Et donc, ça fonctionne de manière mimétique. Je ne suis pas sûre qu'il y aurait eu le Parlement de Loire et l'équivalent pour le Rhône s'il n'y avait pas eu le fleuve Wanganui en Nouvelle-Zélande. Donc, on s'observe les uns les autres et on parle, on a une conversation mondiale, même quand le système multilatéral ne marche pas. Est-ce que vous auriez souhaité un mot de la fin, Marie-Angèle ? Pas spécialement. Soyez près de la rivière qui est la plus proche de chez vous, celui ou celle qui va faire son parlement de la rivière. Merci beaucoup, Marie-Angèle Hermite. Je vous en prie.
Je crois on va en rester là pour cet entretien. Merci Olivier. Merci à vous, merci Marie-Angèle Hermite. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Humain, non-humain, métamorphose dans le droit. Les non-humains pourraient-ils eux aussi être reconnus comme étant des sujets de droit, qu'il s'agisse de les protéger, la nature, les animaux, ou de réduire leur potentiel danger pour l'homme, comme les intelligences artificielles? Question posée, complexe, à laquelle ont tenté de répondre Marie-Angèle Hermite à l'instant, docteur en droit spécialiste de la nature comme sujet de droit, entretien réalisé en grande partie par Olivier Leclerc, vous l'avez entendu, directeur de recherche au CNRS et administrateur du château de Goutelat, avec lequel a été réalisée cette émission spéciale. Et puis vous avez pu entendre dans un premier temps donc Pierre-Yves Kivigère, professeur de philosophie à l'université de Paris 1, des rencontres radiophoniques organisées donc en collaboration avec le Château de Goutelat et la CFPJ, Société française pour la philosophie et la théorie juridique et politique, qui s'intéresse donc à ces métamorphoses du droit et à leur retentissement pour les humains et non-humains. Voilà pour cette émission spéciale Humain-non-humain, de l'intelligence artificielle au droit de la nature, avec un professeur de philosophie, une juriste qui s'interrogeait donc quel droit pour les non-humains. Une émission que vous pourrez retrouver en rediffusion bien sûr sur cette antenne et d'ici très peu en podcast sur le site du Château de Goutelat, le centre culturel de rencontre, châteaudegoutela.fr, le site dédié vers lequel je vous renvoie, qui, alors pour l'instant le château est actuellement fermé et les rendez-vous donc physiques de la saison culturelle suspendus, mais en attendant une réouverture prochaine bien sûr du Château de Goutelat, restez en lien donc sur le site dédié et les réseaux sociaux pour vous tenir informé de cette réouverture, ces reports éventuel des événements et pour retrouver notamment ces émissions en podcast, émissions spéciales. Ce sera prochainement le cas avec cette émission Humain non humain. C'est le cas actuellement pour cette autre émission que nous avions réalisée le 9 mars dernier. Une émission qui s'interrogeait sur notre rapport à l'intimité avec une juriste, un chercheur et une artiste qui se questionnaient également quels enjeux pour la collecte de nos données personnelles de santé, que nous réservent nos avenirs connectés, quel impact les confinements successifs ont-ils sur les personnes âgées fragiles, leur créativité, leur pratique artistique. Des podcasts que vous pouvez retrouver donc en ligne sur le site du Château de Goutelat, châteaudegoutela.fr. Voilà, c'était cette émission spéciale, deuxième rendez-vous de ce semestre 2021. Tout le monde chez vous, portez-vous très bien, à très bientôt. Ciao, bye.